Tony Parker, pour la France, c'est le héros. 4 bagues de champion, MVP des finales, le symbole de la réussite à l'américaine, version française. Mais derrière cette image parfaite se cache une toute autre réalité. Une tromperie qui a brisé son mariage avec l'une des femmes les plus désirées d'Hollywood, son soutien affiché à un pays pointé du doigt par la communauté internationale, ses coéquipiers qui, loin des caméras, le décrivent comme un joueur égocentrique, obsédé par sa propre gloire. On va retracer le parcours de Tipeee pour découvrir qui il est quand les projecteurs s'éteignent. Culture. 17 mai 1982, Bruges, Belgique. Un bébé est né dans une famille où le basket coule déjà dans les veines. Son père, Tony Parker Sr., basketteur professionnel américain. Sa mère, Pamela Firestone, mannequin néerlandaise. Le destin semble déjà écrit. Quelques mois plus tard, la famille déménage en France. D'abord Denain, dans le Nord, où son père joue professionnellement, puis Dieppe, en Normandie, dès 1984. C'est là, dans cette région de France, qu'on n'associe pas vraiment au basket, que tout va commencer. En 1992, Tony a 10 ans. Il signe sa première licence à Fécamp. Un gamin maigrichon, trop petit pour son âge, qui court plus vite que son ombre. Il jongle entre les défilés de mode pour enfants et les entraînements de basket. 2 mondes, une seule obsession, le ballon orange. Les clubs normands défilent. Fécamp, Déville, Mont-Saint-Aignan. Au collège Jean-Baptiste de la Salle de Rouen, on lui aménage ses horaires parce que, déjà, certains sentent qu'il n'est pas comme les autres. Malgré sa petite taille qui fait douter, son talent crève les yeux. Mais certains entraîneurs trouvent déjà qu'il est trop sûr de lui pour son âge, presque même arrogant. En 1997, à 15 ans, décision majeure pour lui, il choisit la nationalité française. Il aurait pu opter pour les États-Unis via son père, pour la Belgique ou même les Pays-Bas. La même année, il intègre l'INSEP à Paris, le temple du sport français, là où on forge les champions. Et Tony Parker va devenir plus qu'un champion, il va devenir un phénomène. En National 1, il explose tout, un meneur prodige qui humilie des joueurs qui ont 10 ans de plus que lui. En 1999, premier contrat professionnel au PSG Racing, à seulement 17 ans. En 2000, il devient titulaire, jouant derrière la légende Laurent Ciara. Mais Tony, il voit plus grand, beaucoup plus grand. En juin 2001, il va se présenter à la Draft NBA. Il a 19 ans, les San Antonio Spurs le sélectionnent en 28e position. Premier Européen aussi jeune à rejoindre cette franchise légendaire. À cet instant, personne ne réalise encore ce qui est en train de se passer. Un gamin de Normandie qui a pris le basket dans des gymnases municipaux français vient de mettre un pied dans le temple du basketball mondial. À l'époque, critiquer Tony Parker, c'était presque un sacrilège. C'était critiquer la réussite française elle-même. Les médias français l'ont érigé en héros national. C'est l'histoire parfaite du self-made man à la française. Le narratif était trop beau, trop inspirant pour qu'on ose le remettre en question. Tony Parker était devenu intouchable. Peut-être un peu trop intouchable d'ailleurs. Parce que certains depuis le début avaient vu autre chose. Des comportements étranges, des tensions, des mots durs prononcés à voix basse dans les vestiaires. Mais personne ne voulait les entendre. Le mythe était trop beau, trop inspirant, trop nécessaire. Alors on a fermé les yeux, on a excusé, on a minimisé, jusqu'à ce que les fissures deviennent trop grandes pour être ignorées. Et ces fissures, on va maintenant les explorer. Déjà, je tiens à le dire, il y a une vidéo du serial shooter sur la face cachée de Tony Parker. Mais dans cette vidéo, on va pas seulement parler de basket. Mais par respect, je vous invite quand même à aller voir sa vidéo. Enfin bref, en 2001, Tony Parker débarque en équipe de France. 19 ans, tout juste drafté aux Spurs, et selon Mustapha Sonko et Tariq Abdul-Wahad, 2 anciens respectés du basket français, il débarque avec un problème. Ils le disent publiquement. Gamin arrogant. Il salue pas les aînés aux entraînements, il veut imposer son tempo NBA immédiatement, sans écouter les cadres, sans respecter la hiérarchie. En France, on balaye ça d'un revers de main. Jalousie, conflit de génération, tu l'as compris, Tony Parker est le petit frère NBA qu'on protège à tout prix. Premier français titulaire aux Spurs, on va quand même pas lui cracher dessus pour des histoires de vestiaire quoi. Mais les alertes sont là, mais personne ne veut les voir. Et dès 2003, Euro de basket. Tony Parker a 21 ans. Il est capitaine de l'équipe de France. Et l'équipe est franchement talentueuse, avec Boris Diaw, Michael Pietrus, tout le monde en attend beaucoup. Mais dans les coulisses, c'est pas au beau fixe. Selon plusieurs joueurs de l'époque, Tony, il dit bonjour à personne aux réunions. On essaye de progresser ensemble ou on vous fait un show quand tu diras qu'il y a un succès, pourquoi tu parles à moi là? Je crois que je pense pas qu'il triche. Je pense pas qu'il triche, il fait ce qu'il peut. On y va alors. On essaye d'être intelligents tous ensemble.
Allez. L'Euro se termine par une élimination précoce. La déception est énorme. Et là, Tony va lâcher une phrase. « Je peux pas tout faire tout seul. » Un tacle à peine voilé, mais encore une fois, on excuse. Jeune leader qui apprend, passion du compétiteur, on passe à autre chose. 4 ans plus tard, l'Euro 2007, cette fois, Tony Parker arrive en position de force. Il sort d'une saison MVP des finales NBA, il est intouchable. Sur le parquet, il domine, 25 points par match, peut-être le meilleur joueur du tournoi. Mais tout s'effondre. Face à la Slovénie, 31 points. La France perd quand même. Puis vient le match décisif contre la Russie. Non, raté! Rebond pour Bachoutine, il faut faire la faute tout de suite. La faute elle est faite sur Bachoutine par Flo Pietrus. Exactement comme contre la Slovénie. C'est pas vrai! 2 fois de ça, c'est pas vrai! La France est éliminée. Pour la première fois, la responsabilité pointe directement vers lui. Septembre 2007, plateau Canal+, Georges Eddy, consultant et ancien joueur, reproche à Tony son lancer franc raté décisif. Sauf que Tony, il va s'énerver, visiblement vexé, incapable d'encaisser la moindre remarque. Donc on n'a pas le droit de perdre contre des équipes faibles et diminuées comme ça quand on joue une éventuelle place aux Jeux Olympiques, ce qui est quand même le summum pour un sportif. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Franchement, je suis pas du tout d'accord et moi je défendrai mes coéquipiers. Tout ce que tu as dit à la télé, de ça, moi je suis pas du tout d'accord. Après, tu parles comme si tu avais joué en NBA, que tu avais fait une grande carrière. Moi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. La séquence va d'ailleurs devenir virale. Pas content, le Tipeee. Et là, pour la première fois, la faille apparaît au grand jour. Est-ce que Moustapha Sonko et Tarek Abdul-Wahad avaient vu quelque chose que tout le monde avait choisi d'ignorer? Peut-être, peut-être pas. Mais bon, ces tensions en équipe de France, c'est une chose. Mais aux Spurs, c'est une toute autre histoire. Là-bas, Tony Parker semble être apprécié. Il a de vraies amitiés dans le vestiaire. Des relations solides, notamment avec Brent Barry, son coéquipier arrière. Une relation tellement forte que Brent, il est même présent à son mariage en 2007. Un ami, un frère d'armes, quelqu'un en qui on a confiance. Enfin, c'est ce que Brent croyait. Novembre 2004, vestiaire des San Antonio Spurs. Tony Parker a 22 ans et croise Eva Longoria qui en a 35. Eva Longoria à ce moment, c'est la star de Desperate Housewives, au sommet de sa popularité. Le coup de foudre est immédiat. 2 ans d'idylle parfaite, tapis rouge, couverture de magazine, le conte de fées moderne. Le 7 juillet 2007, ils vont se marier. D'abord civilement à Paris, puis religieusement au château de Valérie, avec une centaine d'invités. Parmi les invités, Brent Barry. Brent, il a rejoint les Spurs en 2004, la même année que la rencontre avec Eva. C'est un shooter d'élite, champion en 2005 et 2007, aux côtés de Tony Parker. Sur le terrain, l'alchimie est parfaite. En dehors, les deux couples deviennent inséparables. Anniversaire commun, dîner, sorties, textos amicaux entre les quatre, la famille élargie typique des Spurs où tout le monde se côtoie comme de vrais proches. Brent, il va prendre sa retraite en 2008 et il va devenir analyste NBA TV. Sauf que déjà à ce moment, il y a quelque chose qui tourne pas rond. À l'été 2010, Eva Longoria découvre des messages sur le téléphone de Tony. Beaucoup de messages. Selon certaines sources, des centaines, peut-être même plus de 1000, avec Erin Barry, la femme de Brent. Celle avec qui Eva avait partagé des anniversaires, des confidences, l'épouse de son coéquipier, de son ami, de celui qui était là à son mariage 3 ans plus tôt. Après ça, bon, tu t'en doutes, Erin et Brent vont divorcer. Tony minimisera en disant que c'est un flirt et rien de physique. Selon certaines rumeurs, les Barry auraient déjà été séparés. Erin niera d'ailleurs toute relation physique. Mais ça change rien. Le 17 novembre 2010, Eva annonce la séparation publiquement. Le 28 janvier 2011, Tony Parker et Eva Longoria divorcent officiellement au Texas. 3 ans et demi après leur mariage de conte de fées, fin de l'histoire médiatique. Mais aux Spurs, c'est une toute autre réalité. Les coéquipiers évitent Tony. Dans une franchise bâtie sur la loyauté et la cohésion, Tony devient un fantôme. Son coach, Greg Popovich, lui-même refuse de lui parler pendant plusieurs jours. Pour lui, c'est une double trahison. Celle du mariage et surtout celle du vestiaire. Les Spurs, c'est une famille. Et Parker vient de briser ce code sacré. Le front office veut le trader immédiatement. Si on avait pu, on l'aurait tradé sur le champ, dira plus tard un membre de la direction. Problème, aucune équipe ne veut prendre le risque médiatique. Tony, à ce moment, il vient de signer une prolongation de 4 ans à 50 millions, une semaine avant l'explosion. Donc il reste, mais pas par choix. Stephen Jackson, ancien coéquipier de Tony, racontera « Personne ne respectait plus Tipeee, même Popovich voulait le virer ». Brent Barry, avant cette histoire, il avait déjà été approché en 2009 pour un poste dans le staff des Spurs. Et il avait refusé. Il l'acceptera finalement en 2018, l'année du départ de Tony Parker.
Un sondage Forbes en 2011 classe Tony comme 4e joueur le moins aimé aux États-Unis. Sportivement, il gagne encore, mais dans les coulisses, quelque chose s'est brisé. On pourrait alors penser que cette épreuve allait le changer, que la trahison, l'isolement et la chute publique lui ont appris quelque chose. Mais les années qui suivent vont montrer le contraire, parce que le jeune arrogant qui ne saluait pas les anciens en 2001 va devenir le vétéran qui refuse de transmettre aux jeunes. Mai 2017, Playoff NBA, finale de la conférence Ouest. Tony Parker se déchire le quadriceps, une blessure grave qui va le tenir éloigné des terrains pendant 8 mois. Kawhi Leonard, la nouvelle star des Spurs, se blesse aussi au quadriceps. Pas aussi grave que Tony, mais une tendinopathie complexe et difficile à diagnostiquer. Alors la saison 2017-2018, Tony revient après 8 mois et il joue malgré la douleur. Il va forcer et surtout se battre pour retrouver sa place. Kawhi, lui, il va jouer que 9 matchs avant de s'arrêter à nouveau. Le staff médical des Spurs le déclare apte, mais Kawhi, lui, il se sent pas prêt. Alors il consulte ses propres médecins et son entourage conteste carrément le diagnostic de la franchise. La communication devient inexistante. Kawhi ne vient plus au match, silence total. Greg Popovich, visiblement frustré, finit par lâcher. You'll have to ask Kawhi and his group that question. You know, so far they say that he's not ready to go. Le vestiaire ne comprend pas. Alors le 17 mars 2018, il y a une réunion d'équipe. Tony Parker et Manu Ginobili confrontent Kawhi parce qu'ils veulent comprendre. Pourquoi silence? Pourquoi ce refus alors que les médecins disent qu'il peut jouer? Kawhi, il va rester muet. Selon ESPN, il est déconnecté et son camp accuse déjà les Spurs de l'aliéner. Pour Tony, il faut quand même le comprendre, c'est incompréhensible parce que lui, il a joué malgré la douleur. Lui, il est revenu. Et c'est là qu'en mars 2018, Tony, il va lâcher cette phrase publiquement. Ma blessure au quadriceps était 100 fois pire que la tienne, mais j'ai joué. Dans le camp Kawhi, la phrase fait l'effet d'une bombe, et certains diront plus tard que c'était la goutte de trop. Alors en juin 2018, Kawhi il demande son trade et quitte San Antonio pour Toronto. En juin 2019, il va remporter le titre NBA avec Toronto et devient MVP des finales. Est-ce que c'est de la faute de Tony Parker si Kawhi est parti? Ça serait peut-être injuste de le dire. Mais le mal était déjà fait. Mais Kawhi Leonard, c'est pas le seul joueur avec qui Tony Parker a eu des emmerdes. Le deuxième joueur, c'est Dejounte Murray. En 2016, les Spurs y vont le drafter en 29e position. C'est un jeune meneur rapide, défenseur acharné, clairement le futur de la franchise. Tony va d'abord jouer le mentor, mais la relation devient vite froide parce que, selon des proches, Tony va imposer son style sans vraiment déléguer. Il occupe l'espace au lieu de transmettre. En 2017-2018, quand il va se blesser, Murray va devenir titulaire et il va briller. 13,9 points, 5,7 passes par match, mais quand Tony va revenir, il veut retrouver son rôle et il critique même indirectement. Les jeunes ne sont pas prêts. Alors début 2018, Popovich il va trancher et il relègue Tony en tant que 3e meneur parce que Murray c'est l'avenir. Alors Greg Popovich il va proposer à Tony Parker un nouveau rôle. Mentor, transmission, accompagner les jeunes après 17 ans de loyauté et 4 titres ensemble. La réponse de Parker, je veux pas être un assistant coach en tenue. Il refuse tout simplement. Le 5 juillet 2018, il va signer à Charlotte pour 2 ans et 10 millions comme backup de Kemba Walker avec 15 minutes par match. Et il quitte San Antonio après 17 ans. En fait, le schéma reste toujours le même. Avec Kawhi, il juge sa gestion de blessure au lieu de le comprendre. Avec Murray, il refuse de lâcher prise au lieu de transmettre. Et avec les Spurs, il refuse le rôle de légende vivante au lieu d'accompagner. Bref, le jeune arrogant qui ne saluait pas les anciens est devenu le vétéran qui refuse de passer le flambeau. Et tout ça, ça pose une vraie question. À quel moment un joueur devient un poids dans son propre vestiaire? Comment tu fais pour t'imposer sans écraser les autres et sans te griller auprès de ton coach? J'ai mis un guide en description pour ceux qui jouent au basket et qui veulent progresser sans tomber dans ces pièges-là. Mais bon, jusqu'ici, on a parlé de tension de vestiaire, d'ego, de problèmes de leadership, des choses qui, au fond, restent liées au terrain, au basket, à la compétition. Mais ce qu'on vient de voir, c'est rien comparé à ce qui va suivre. Parce qu'en dehors du terrain, loin des projecteurs NBA, Tony Parker va accumuler les polémiques, les mauvaises décisions, les scandales. Et là, il n'y aura plus de palmarès pour le protéger. Juin 2012, nightclub WYP à New York. Tony Parker passe une soirée dans ce club branché de Manhattan où l'ambiance est déjà explosive parce que Chris Brown et Drake sont présents. Et il y a des tensions autour de Rihanna. Une bagarre éclate violemment entre les deux camps. Des bouteilles volent dans tous les sens et Parker, qui n'a rien à voir avec ce conflit, se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Un éclat de verre l'atteint au globe oculaire droit. Une blessure sérieuse qui nécessite une opération et l'empêche de se préparer correctement pour les Jeux Olympiques de Londres qui approchent. La France finira d'ailleurs 5e. Malgré la douleur, Tony Parker va
Les médias se moquent de cette posture de victime extrême, de cette somme astronomique pour un accident collatéral. L'image du champion stoïque forgé dans la discipline des Spurs en prend un coup. Bon, on pourrait se dire que c'est un incident isolé, mais les années qui suivent vont montrer autre chose. En 2020, Parker rachète et prend la présidence de l'Asvel, son club de cœur. Sur le papier, c'est magnifique, la légende NBA qui revient investir dans le basket français pour faire rayonner son club à l'international. Sauf que dans les faits, la gestion devient chaotique. Dettes récurrentes malgré les succès sportifs en Euroleague, transferts hasardeux, communication brouillonne, décisions stratégiques discutables. Entre 2020 et 2025, les critiques s'accumulent en coulisses et un portrait se dessine. Celui d'un homme d'affaires ambitieux, mais clairement dépassé par ses propres engagements. Et puis il y a l'émission « Qui veut être mon associé ?», diffusée sur M6 qui va finir de l'achever. En gros, c'est une émission où tu viens pitcher ton projet et s'il plaît aux investisseurs, ils investissent dans ta boîte. Donc Tony, il participe à ce programme de télé-réalité entrepreneuriale où il joue le rôle de l'investisseur avisé qui soutient les jeunes entrepreneurs français. Sauf qu'une candidate l'accuse publiquement d'avoir promis 200 000 € en direct avant de couper tout contact sans même l'informer personnellement. Tony, il va se défendre en expliquant que beaucoup de choses étaient floues et qu'après due diligence avec Marc Simoncini, ils n'ont pas fait le deal. Mais une enquête de Radio France révèle qu'une dizaine d'autres candidats se plaignent exactement de la même chose. Promesses non tenues, délais interminables, investissements qui ne se concrétisent jamais. Ce qui devrait être une vitrine de son expertise devient un symbole de manque de fiabilité. Mais c'est clairement pas le pire, parce qu'en juillet 2024, en plein conflit israélo-palestinien, 9 mois après le 7 octobre 2023 et les événements de Gaza, Tony Parker se rend en Israël pour valider un tournoi amical de pré-saison entre l'Asvel et un club de Tel Aviv. Il déclare d'ailleurs publiquement « Je suis très heureux d'être en Israël, j'ai voulu apporter mon soutien, j'ai pas eu peur de venir à Tel Aviv ». Et c'était pas très malin, parce que directement, il va se manger des pétitions, des accusations de complicité avec les actions à Gaza, des appels au boycott comme pour les équipes russes en Euroleague après l'invasion de l'Ukraine. Alors en septembre 2024, sous la pression publique massive, l'Asvel se retire du tournoi sans vraiment donner d'explications détaillées. Un rétropédalage rapide qui révèle à quel point la décision initiale semblait pas super réfléchie. Mais même quand il s'agit des Spurs, il y a des polémiques. En novembre 2024, Greg Popovich subit un AVC. Tim Duncan et Manu Ginobili sont immédiatement présents physiquement lors des conférences de presse de soutien. Ils incarnent cette loyauté indéfectible de la famille Spurs. Tony Parker, lui, basé en France et absorbé par ses responsabilités à l'Asvel, est absent. Il rend hommage verbalement à son père spirituel, probablement sincèrement, mais après 17 ans de fidélité aux Spurs et 4 titres ensemble, Duncan et Ginobili ont priorisé le lien humain sur leur agenda. Tony Parker, visiblement non. Maintenant, c'est un peu injuste, je trouve, de le juger sur ça parce qu'on connaît pas sa vie. Après, ça c'est mon analyse perso. Alors ouais, quand on est sur le terrain et qu'on gagne des titres, l'aura sportive protège, le talent excuse, les médias ferment les yeux. Mais quand le terrain disparaît, quand il y a plus de bagues à gagner ni de MVP à décrocher, il reste que l'homme. Et cet homme-là accumule les polémiques, les mauvaises décisions, les promesses non tenues. Mais bon, au fond, toutes ces polémiques, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que vous allez arrêter de reconnaître son palmarès ? Certainement pas. 4 bagues de champion, MVP des finales, le plus grand basketteur français de tous les temps. Ça reste. Parce qu'au fond, quand on parle de basket, peut-être que le reste ne compte pas tant que ça. On se souvient des titres, des performances, des moments de gloire, pas forcément de l'homme derrière. Et c'est peut-être triste quand on y pense, les gens prennent ce qui les arrange. Mais ça soulève une autre question. Pour atteindre ce niveau, est-ce qu'on n'est pas obligé d'être un peu égoïste ? Est-ce que c'est pas justement cet ego démesuré, cette obsession de soi qui propulse au sommet ? Peut-être que Tony Parker n'aurait jamais été Tony Parker sans ça. Peut-être que c'est le prix à payer pour devenir une légende. Peut-être que c'est juste une excuse qu'on se donne. Et je vous laisse juger. Et si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi parce que vous êtes 94% à pas être abonné. Et clique sur cette vidéo si tu veux voir l'histoire de la chute de Ja Morant.